Bonjour tout le monde. Donc moi, ma présentation, ça va être plutôt un retour d'expérience de ma petite vie d'ingénieur qui met en place Kubernetes à la CAFAT. Donc la CAFAT d'abord. Donc c'est un organisme privé chargé d'une mission de service public. Nous gérons la sécurité sociale calédonienne. On regroupe à peu près ce que fait une caisse primaire d'assurance maladie, une caisse d'allocation familiale, une caisse locale de retraite ou l'assurance chômage en métropole. Donc vous imaginez, ça fait quand même beaucoup de métiers qui sont centralisés en une seule entité, beaucoup d'applications spécifiques. Et donc, en plus c'est une compétence pays, donc c'est vraiment des applications qui sont spécifiques à une législation qui n'existe qu'ici. Et donc, pour gérer toutes ces applications, on a une vingtaine de développeurs, une dizaine d'opérateurs et de nombreux chefs de projet, architectes fonctionnels derrière qui vont harmoniser tout ça. On a des technos plus ou moins récentes, on a une petite dette technique à gérer et ça va expliquer pourquoi on essaye de mettre en place Kubernetes à la CAFAT. Et donc dans cette présentation, je vais faire un petit historique tranquillement, parler des difficultés que j'ai rencontrées, les réussites aussi bien sûr, ça va être un but. Donc tout d'abord, qui suis-je? Donc je suis Johan Agostini, je suis à la CAFAT moi depuis 2017. Kubernetes existait déjà à la CAFAT, mais je suis architecte sécurité. Voilà, j'étais pentester, etc. Donc mon background, c'est vraiment plus axé cybersécurité. Mais comme je viens du système et réseau de formation et en plus j'ai fait un peu de prod, je fais aussi un peu d'archi-système à la CAFAT. Dans tous les cas, je viens du monde des opérateurs. Je ne suis pas un développeur à la base, même si je connais un peu le dev. Dans le DevOps, moi, c'est un Ops. Donc l'historique de Kubernetes à la CAFAT commence en 2015, où en fait on commence à se poser des questions au sein du service infrastructure et sécurité. On voit que la culture DevOps est quelque chose qui permet une certaine agilité dans les entreprises qui ont des développeurs en interne. La conteneurisation est bien développée, on voit qu'il y a des entités locales en tout cas qui ont des conteneurs en production, qui le gèrent. On souhaite moderniser notre infrastructure. En plus, à ce moment-là, on a un besoin d'une nouvelle application pour centraliser l'ensemble des journaux des événements, que ce soit de nos applicatifs comme de nos équipements. Et du coup, on se dit, on va peut-être se mettre à la conteneurisation, mais orchestrée, parce qu'on ne veut pas faire une usine à gaz à base de script bash, etc. Il faut quand même que ce soit géré, automatisé au plus possible. Et donc, en avril 2016, avec l'aide d'Easy, notamment de Michael Cluzo, on va mettre en place notre premier cluster. Il est basé sur des machines qui ont un OS CentOS Atomic, c'est un OS optimisé container. Alors on a choisi du CentOS parce qu'à l'époque, on obligeait toute installation Linux devait se faire sur une distrib CentOS à la CAFAT. Et donc on a choisi cette distrib. Et Mika s'est très bien plié à cette exigence et a réussi à nous faire un cluster Kubernetes Vanilla sur ce système qu'il ne connaissait pas, je crois, avant de le mettre en place. Pour la partie centralisation des logs, on a choisi une statistique classique, donc à extraire des données, les transformer et les charger dans l'élastique, et un Kibana pour la visualisation de la corrélation, etc. Pour la partie rétention, on a opté pour du Kafka et du Zookeeper, c'est pour sauvegarder une certaine partie des logs, notamment à cause de raisons juridiques, légales. En 2018, un de mes collègues, Aymeric Boucher, qui est dans le même service que moi, est bien monté en compétence sur la solution, enfin sur Kubernetes et sur ELK. Et avec l'aide toujours de Mika, on passe sur un nouveau cluster qui est composé cette fois-ci de systèmes CoreOS. Voilà. Et on met à jour les ELK. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'on se rend compte de la facilité en fait, avec laquelle on peut migrer des applications d'une infra à une autre sans problème. Avec ce que disait Guillaume sur le fait que tout est objet, en plus on peut tout déclarer dans des fichiers YAML, en fait on prend ce qu'on avait sur un cluster,
on le pose sur un autre, mis à part la partie migration des données, il y a tout qui tourne pareil, quoi. Et ça nous a assez impressionné quand on vient du monde où on a des VM à gérer avec toutes les problématiques qui en découlent. On aime bien quand même cette simplicité de migration. C'est pour ça qu'en 2019, on veut aller plus loin dans Kubernetes et on va vers un Kubernetes Manager, un service de Kubernetes Manager. Hop, encore un petit instant pub, du coup, avec Novit et notamment Guillaume. On va installer Directil et il va utiliser pour ça Local Server, qui est la brique de déploiement, il me semble, de ce service manager. Alors là, c'est du full automatisé, quoi. On déclare une petite conf dans un fichier et ensuite il y a un script qui va interroger notre infra virtuelle et qui va créer un cluster de A à Z sans qu'on ait rien à faire. On a juste à attendre et ça tourne. Là c'est cool. C'est vraiment quelque chose qui est agréable à voir. Et alors toujours la partie migration qui est assez simple, hein. On prend nos fichiers YAML, on les pousse sur notre nouvelle infra et bam, ça tourne. On migre les données, paf, ça tourne aussi. Sur ce nouveau cluster, on fait aussi un POC de CI/CD entièrement sur Kubernetes. Comme on parlait justement tout à l'heure, le développeur vient faire son push, où la pull request est validée. Et c'est directement déployé dans l'environnement de dev ou de prod du cluster Kubernetes en quelques secondes. Et là, pareil, c'est la démonstration en fait de la rapidité et de l'agilité que peuvent avoir des projets de développement via ce genre d'infra, sans trop de travail en amont. Et c'est ça la chose importante à retenir. En 2020, nous souhaitons faire évoluer la solution. En fait, on est allé voir, on a démontré donc tous ces POC, etc. à l'ensemble des services de la DSI. On est monté en compétences, on est bien monté en compétences, on va dire. On a de nouveaux besoins, on veut toujours garder ce cluster on-premise, on veut un support 3 étoiles, on veut des mises à jour, on veut des fonctionnalités avancées. Et donc, on met en concurrence un peu tous les services Kubernetes managés. Pour pouvoir voir quel service nous correspondra le mieux. Donc en niveau fonctionnalité avancée, on veut surtout de la sécurité. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec la FAT. Donc on avait besoin de fonctionnalités de sécurité avancées, notamment en termes d'audit et de traçabilité, et en termes d'authentification des administrateurs. C'est pour ça qu'actuellement, nous sommes sur Anthos for VMware, une solution de Google. En fait, au départ, ça s'appelait GKE On-Prem, Google Kubernetes Engine On-Premise, qui utilise donc VMware pour la partie déploiement. On est à peu près sur le même fonctionnement que Directil et Local Server, c'est-à-dire on va avoir un fichier YAML à configurer et ça va interroger notre infra virtuelle pour déployer un serveur, enfin un cluster, pardon, de plusieurs machines virtuelles Kubernetes, enfin en tout cas qui vont gérer le cluster Kubernetes. Sur ce nouveau cluster, on a de nouvelles applications qui sont régulièrement déployées. On va le voir, il me semble, après, mais par exemple, on a un ordonnanceur de tâches, etc. On a toujours nos puits de log. On en a beaucoup maintenant, des puits de log. Et on a aussi des Elasticsearch applicatifs qui servent aux applications métiers critiques. La configuration est déclarative et centralisée, c'est-à-dire lorsqu'on veut lorsqu'on veut déployer une charge de travail sur le cluster, tout est fait dans un fichier YAML qu'on met dans un Git. On n'est pas encore sur du GitOps où le cluster va venir chercher ensuite ces fichiers, etc. pour les appliquer, c'est-à-dire on va quand même ensuite l'appliquer nous-mêmes, mais on demande à nos utilisateurs de respecter cette procédure qui est, lorsque vous faites une modification d'une charge de travail ou que vous en rajoutez une, il faut créer un fichier YAML et le mettre dans le Git. D'ailleurs, tous ces utilisateurs doivent s'authentifier avec un login Active Directory et ils ont un petit token d'1 heure pour pouvoir travailler. On va essayer d'élargir ça à 4 heures d'ailleurs parce que ça crée des petits soucis. Mais voilà, donc on a réussi à mettre en place l'authentification
sur l'API Kubernetes via l'Active Directory. On a une génération de certificats SSL à la volée basée sur Let's Encrypt, même pour nos applications internes, grâce au Challenge DNS. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir une gestion des services sécurisés beaucoup plus simple, puisqu'on n'a pas besoin de rajouter une autorité de certification dans toutes les machines, dans tous nos containers, etc. Ils peuvent communiquer entre eux facilement, puisque l'autorité de certification de Let's Encrypt est déjà inclus dans la plupart des CA-Cert Java ou autres magasins de certificats Linux. Et bien sûr, on a de l'audit et de la traçabilité d'un point de vue administratif qui remonte même dans la console GCP. On a quand même quelques problématiques, notamment d'un point de vue stratégie. Nous, on est techos, des gens ont une vision stratégique d'un SI. Des fois, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc, c'est toujours compliqué d'essayer de faire venir un cluster Kubernetes au sein d'une entreprise si jamais votre management n'y voit pas l'intérêt. On a essayé de vulgariser au max. Des fois, on a du mal à créer une mouvance qui va faire venir toute la DSI là-dedans. Et je pense que c'est important de comprendre qu'il faut que toute la DSI suive cette culture DevOps et aille vers Kubernetes pour qu'on exploite au maximum les capacités de cette technologie. Il y a la partie sauvegarde et restauration où je pense qu'on a quand même quelques lacunes de mon point de vue comparé à ce qu'on voit sur de la VM, par exemple. Sur de la VM, vous prenez un VMDK une fois que la VM est éteinte, vous le copiez quelque part, ça marche, quoi. Enfin, c'est cool. Pour faire ça sur un cluster Kubernetes, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des liens qui se font dans la base etcd notamment, etc. Donc il faut sauvegarder une base. Ensuite, il y a beaucoup de mécanismes à mettre en charge, de mécanismes à mettre en marche, et c'est pas toujours résilient. Le backup restore, il est plus facile sur d'autres technos. Appliquer sa politique de sécurité aussi. On a vu tout à l'heure, on parlait de network policies qui permet de mettre des filtrages réseau, etc. Nous, typiquement, pour l'instant, on n'y a pas touché encore au network policies parce qu'on a peur de casser les choses, parce qu'on a commencé à mettre en place des applications sans network policies, et donc maintenant, si on commence à les mettre en place, on ne veut rien casser. Donc voilà, la politique de sécurité, il faut la travailler avant la mise en place, je pense, du cluster. Et là, vous voyez, ça fait 6 ans du cluster Kubernetes, donc ça va être compliqué de rattraper tout ça. Et bien sûr, de la formation et je pense de l'accompagnement. Quand on ne connaît pas forcément les technos comme ça, il y a beaucoup à voir et je pense que ça ne coûte rien de se faire accompagner pour implémenter ce genre de techno. Néanmoins, il y a encore plein de choses à voir de notre côté. On vous souhaite plus d'équipes à la DSI. On veut mettre du service, notamment de remplir certains manques de la politique de sécurité, que ce soit d'un point de vue chiffrement, partage réseau, etc. On veut du GitOps, il y aura une présentation là-dessus juste après. Et on veut du déploiement continu pour notre CI/CD, pour que nos développeurs testent et nos métiers puissent aussi apprécier l'agilité de nos développements. Voilà. Vous avez des questions ? Ouais, c'était un peu rapide, mais 13 minutes 50.